Martine Julien et j'habite à Auriol. C'est une ville qui fait partie du PNR Saint-Vaud. Donc j'habite à côté de la forêt de la Lare, ce qui m'a permis de bien découvrir la faune et la flore de la région. Et cela fait une quinzaine d'années que je pratique la macrophotographie. Donc la macrophotographie, c'est l'utilisation d'un objectif macro que j'adapte à mon appareil photo et qui grossit les objets grâce à une lentille, grâce à un verre. Et donc, en fonction de la manipulation de l'appareil, je peux agrandir les objets, enfin les sujets. Donc récemment, j'ai photographié, il y a des géraniums sauvages qui jusqu'à présent ont poussé le long des sentiers. Et dedans, vous avez des petites abeilles, par exemple, qui dorment dans ces géraniums sauvages. Et donc, j'ai pu les photographier, les agrandir. Et on va en voir quelques-uns tout à l'heure. Sinon, comment est-ce que je connais mieux les abeilles qu'avant? Parce que déjà, ça fait 15 ans que je pratique la macrophotographie. Mais en même temps, je participe aux sciences participatives. C'est-à-dire que je publie les photos sur le site iNaturalist. Et c'est là depuis 3 ans à peu près. Et donc, à force des échanges avec des passionnés, qui ne sont pas forcément des scientifiques, mais aussi avec des scientifiques, disons que je poste mes photos, il y a d'autres aussi qui en postent, plein de personnes en postent leurs photos sur ces sites. Et avec les échanges que nous avons, cela me permet excusez-moi, d'avoir plus d'identification, même de découvrir que j'ai photographié ceci ou cela. Donc d'avoir plus de connaissances. Et maintenant, je peux mettre un nom sur une abeille. Au lieu de dire que c'est une abeille, je peux dire que c'est un oncidium, une serre, je peux dire donner un nom sur une abeille que je vois dans le jardin. Même si ce n'est pas toujours facile de les identifier, c'est pas très facile. Et voilà. Sinon, bon, la plupart des photos, c'est moi qui les ai faites, mais il y a aussi quelques photographes qui ont participé à cette présentation. Voilà. Maintenant, on peut commencer. Donc, voilà, ça c'est la première page. Macrophotographie des proxys d'abeilles solitaires et sauvages de la Seine-Baume et de ses environs. Voilà, donc on commence par la Andrena albopontata. Donc c'est une andrène qui fait partie d'une des 6 familles d'abeilles solitaires qui existent en Europe et ailleurs, une 7e étant présente en Australie. Mais nous, on va s'intéresser aux 6 familles. J'ai eu la chance ce jour-là, mon abeille, elle dormait sur le long du sentier. Donc j'ai eu tout le loisir de la photographier. Et donc elle fait partie des 1000 espèces d'abeilles en France qui existent. Et parce qu'il n'y a pas que l'abeille mellifère, il y a aussi les abeilles solitaires et sauvages. Et après, elle fait partie des 2000 espèces d'abeilles d'Europe et des 20 000 espèces d'abeilles dans le monde. Et j'ai mis une photo de paysage avec des fleurs, parce qu'actuellement, ça c'est une photo des années précédentes, mais actuellement, par exemple, au Plan d'Ops, les fleurs sont en train de sortir. Et si vous montez au Plan d'Ops, par exemple, vous verrez des paysages comme ça, à côté de l'hôtellerie. Voilà. Là, c'est un dessin humoristique qui a été fait par Justina Kierat, montrant une abeille, mais représentant une abeille mellifère. Et au fait, parce que le grand public, et c'est normal, parce que nous pratiquons la macrophotographie, ce qui nous permet de voir. Et en plus, il faut observer des petits êtres qui sont tout petits. Donc, les personnes qui ne font pas de macrophotographie n'ont pas accès au monde qui nous entoure, dans la nature. Hein. Et donc, le grand public en général, il connaît que l'abeille mellifère. Et au fait, là, c'est un dessin humoristique qui représente la perception du public par rapport aux abeilles. C'est-à-dire, la personne qui a fait le dessin a mis que voici comment, à gauche, en haut à gauche, comment les fermiers pensent que nous sommes.
voici comment les enfants pensent comment nous sommes. Voici comment les agriculteurs pensent comment nous sommes, mais ça, ils sont d'accord, ils ont raison. Voici comment le public pense comment nous sommes, et voici Google pense comment nous sommes représentés, alors qu'en réalité, nous sommes très diverses, nous avons beaucoup de... nous sommes très nombreuses dans notre diversité. Voilà, donc là les photos ont été prises dans un milieu forestier plutôt général, dans la forêt de la Lare, à Auriol, au Plan d'Aubes, à la Tourelle, Mazoc, Tourbe, Saint-Finis, la Plaine des Morts aussi, parce que c'est pas beaucoup plus loin. Forêt de Gréasque, dans le 13, la Plaine sur le Voine aussi, la Ciotat, à l'Os 04, parce que je vais montrer quelques petites différences avec chez nous. La forêt de Bénave aussi dans le 05. Alors, donc ici, je répète, il y a près de 1000 espèces d'abeilles en France, 2000 en Europe et 20 000 dans le monde. Vous voyez bien là oui. Dans 90% des cas, les abeilles sauvages sont solitaires. Elles ne vivent pas dans un nid collectif et sont presque toutes solitaires. Elles ne forment pas de colonies, n'ont pas de reine et ne fabriquent pas de miel. Chaque femelle construit un nid, soit une galerie dans le sol, dans une tige creuse, un trou dans le bois, obturé dans la boue des feuilles, de la résine et des pétales. Elles collectent individuellement le pollen et le nectar pour leur descendance. Elles ne sont pas agressives, ça il faut le noter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des abeilles. Mais moi, par exemple, quand je vais à l'extérieur, je suis au milieu des abeilles. Nous tous, tous les photographes qui sont là, ils ne sont pas attaqués. C'est seulement si on va près d'une ruche, trop près d'une ruche, qu'on peut se faire attaquer par une abeille, mais sinon, dans la nature, non. Elles collectent, elles ne sont pas agressives, ils ne piquent pas les intrus pour défendre le miel des ruches. Leur présence est étroitement liée aux plantes présentes. Elles sont toutes fertiles, contrairement aux ouvrières des nids collectifs, c'est-à-dire les ruches, les nids collectifs. Alors, avant de naître, et ce qu'il faut savoir aussi, avant sa naissance, l'abeille qui est sous forme d'œuf, après de naître, sa vie sous la terre la durée de vie sous la terre est d'une année avant d'émerger. Puis après, quand elle naît, les femelles vivent à peu près de 2 à 6 semaines et les mâles peut-être 1 semaine et très peu de jours. C'est étendu sur très peu de jours, leur vie. Voilà. J'ai une question en tant que défense. Est-ce que les mâles sont plus nombreux que les femelles par rapport à leur durée de vie? Ça, je ne sais pas. Mais les mâles sortent en premier. Et après, les mâles attendent les femelles quand elles vont sortir, c'était les mâles qui sortent en premier. Voilà. Alors là, ce sont les lieux c'est un exemple de lieux, c'est des milieux forestiers, c'est-à-dire le long des sentiers, dans les clairières. Enfin, c'est vrai que nous habitons autour du PNR Sainte-Baume, donc on est bien servi. Et donc on va le long des sentiers, on marche tranquillement et à mesure, on pratique la macrophotographie. On photographie ce qui nous plaît. Voilà. Là, c'est un photographe qui s'appelle Christian Bagnol qui m'a donné l'autorisation de montrer cette photo. C'est pour appuyer sur le fait que les abeilles font partie des écosystèmes. Elles font partie ce sont des maillons de la chaîne alimentaire. Et sans les abeilles et les insectes, il y a moins d'oiseaux. Voilà. Là, je commence déjà par vous présenter quelques exemples d'abeilles sauvages et solitaires qui vivent chez nous, dans le PNR Sainte-Baume ou ailleurs, enfin autour de chez nous. Donc, sur la gauche, vous avez une mégachile poignée ligneux. Vous voyez très bien qu'elle a une particularité avec sa patte avant, là, qui est comme un os. Ça, c'est sa patte. À droite, c'est une Tetraloniella fulvescens. Ici, c'est pour montrer comment les fleurs sont importantes pour les abeilles, parce qu'elles se reproduisent aussi sur les fleurs.
Et à droite, vous avez une Trashusa interrupta, c'est une abeille qui est sur liste rouge européenne. Mais je pense que la liste rouge, elle doit être refaite, parce que ça date peut-être un peu de longtemps. Mais alors, il y a deux types d'abeilles qui se ressemblent, ça s'appelle Trashusa interrupta et Intera. C'est deux espèces différentes qui vivent ici. Donc elles sont sur la liste rouge européenne, mais elles sont présentes sur la Seine-Baume. Alors moi je vais à Auriol, elle est présente à Auriol, à la Tourelle, pas loin du plan d'Ops. Voilà, je les ai croisés là-bas. Alors ici elle fait partie des anthophores, d'un sous-genre. Alors on pense que c'est une Achinis, la personne qui l'a identifiée, sur Inaturaliste. Parce que moi, il y a des choses, des abeilles que je connais, mais je ne connais pas tout. Parce qu'il y a certaines personnes qui regardent dans les détails pour savoir comment, pour leur donner un nom. Alors voilà, bon, la photo a été recadrée. Hein. Alors là aussi, c'est deux exemples d'abeilles. Donc c'est aussi pour montrer, voilà, l'abeille qui dort dans les géraniums sauvages, les géraniums sanguinaires qui sont tout le long des sentiers, ou chez vous-même. Et avec l'objectif macro, on peut la mettre en avant, on peut la mettre en évidence. Et à gauche aussi, les Dasypoda argentata. Il y a 10 ans, à Auriol, j'en avais photographié une, mais c'est le hasard des rencontres. Voilà, 10 ans après, je rencontre à Saint-Finis. Et bon, j'ai eu de la chance parce qu'à une période donnée, à Saint-Finis, on les rencontre. Voilà. Au mois de juin, donc bientôt je vais y aller pour les rencontrer à nouveau. Alors à droite, vous avez les Osmia cornuta, ce sont les osmies qui, au printemps, que l'on voit au printemps, parce qu'elles sont très très efficaces dans l'arboriculture. Et donc elles sortent à des températures inférieures que les Apis mellifera, les abeilles mellifères, et donc elles sont connues pour être plus efficaces, parce qu'elles sortent peut-être. Par exemple, s'il fait froid, les autres abeilles ne vont pas sortir, elles ne vont pas polliniser. À gauche, vous avez une abeille coucou qui est comme les oiseaux coucou, c'est-à-dire qu'elles vont pondre dans le nid des abeilles et elles ont un hôte de prédilection. Elles ne vont pas chez une autre abeille, elles vont vraiment chez une abeille spécifique. Et donc, elle fait comme l'oiseau coucou, elle va pondre dans le nid d'une abeille spécifique. Et après, elle s'en va. Elle laisse son couvain tranquille, être élevé par d'autres. Ou il arrive que son couvain mange le couvain de l'abeille victime, sa victime. À droite, c'est une abeille assez rare aussi, que l'on trouve, moi je l'ai photographiée au Plan d'Ops, à côté de l'hôtellerie, mais elle est considérée comme rare en France. Et après, vous avez à gauche l'Anthophora bimaculata. Celle-là, elle est à la plaine des morts, mais elle est toute petite, elle va très vite. Bon, il faut être patient pour la photographier. Alors, tous ces paysages, je mets des paysages parce que, en fait, tous ces paysages sont floricoles, sont façonnés grâce au travail des abeilles et des insectes. C'est-à-dire que sans les abeilles, sans les pollinisateurs sauvages, il n'y aurait pas de fleurs, qui sont pollinisées à 90% par ces insectes. Donc voilà, là actuellement, si vous allez au Plan d'Ops, il y a des paysages comme ça, avec plein de fleurs. Ça, c'était à Saint-Zacharie il y a quelques années. Et donc, alors, qu'est-ce qui pollinise? Ce n'est pas que les abeilles solitaires et sauvages. Les papillons, les coléoptères, les mouches, les diptères, d'autres insectes participent à la pollinisation. Mais la différence, par exemple, une abeille, elle va nourrir son couvain avec le pollen. Tandis qu'une guêpe va nourrir son couvain avec des mouches, avec des araignées ou avec d'autres insectes. Mais c'est la différence de la façon dont elle élève son couvain. Voilà. Alors la pollinisation, ça ce sont des rappels, hein, c'est seulement des rappels. Alors au
au cours des millions d'années d'évolution, les plantes et insectes se sont adaptés pour interagir entre eux, s'apporter des bénéfices mutuels et survivre. Ainsi, les abeilles ont prélevé et prélèvent toujours du pollen sur des fleurs pour ensuite les transporter sur d'autres fleurs qui ont besoin de ce pollen pour se reproduire. Elles vont puiser le nectar au cœur des fleurs. Dans cette quête, elles emportent des grains de pollen sur leurs pattes et des poils de leur abdomen. Alors, donc vous voyez la petite abeille qui se promène au cœur des fleurs. Ici, ce sont des lotiers corniculés. Donc, elle fait sa petite vie, elle est contente. Voilà. Alors, là, c'est un rappel. Là, donc, je vous montre une ovule qui se trouve dans le pistil de la fleur, qui, au contact du pollen, se transforme en graine. Voilà, ici. Et l'abeille, en passant de fleur en fleur, participe au brassage génétique. Voilà, des fleurs. Donc le pollen est un élément fécondant mâle au contact d'une ovule provenant du pistil et cette action crée une graine. Voilà, c'est un rappel. Voilà. Alors, comment a-t-on pu retracer l'histoire de l'abeille? Alors, c'est grâce aux fossiles en tout genre. Et donc, la présence de l'abeille remonte dans une période qui s'étend de moins 65 millions d'années au Crétacé à moins 145 millions d'années. Alors là, le Crétacé est ici. Les mouvements tectoniques des plaques ne sont pas terminés. Nous, on est ici. Et avant, il y a le Jurassique. Bon, même au Crétacé, il y avait aussi des dinosaures. Et donc, c'est entre le Jurassique et le Crétacé que les ancêtres de nos abeilles actuelles auraient fait leur apparition. Alors là, sur la droite, vous avez une abeille actuelle. Et donc là, c'est un fossile qui est piégé dans l'ambre. Et comment est-ce qu'on sait que ce sont des abeilles? C'est parce qu'elles sont poilues. Tandis que les guêpes, par exemple, ne sont pas poilues. Parce que les abeilles, elles collectent le pollen. Voilà. Donc là, ce sont des fossiles de roches, hein, dans lesquels il y a des traces des abeilles de cette époque. Alors, et en faisant des analyses ADN, les scientifiques ont découvert que les abeilles descendent d'une guêpe carnivore du Jurassique il y a moins 185 millions d'années. Alors voilà. Alors, donc ça c'est un petit résumé. Elles sont apparues au Crétacé en coévolution avec les fleurs. Les abeilles attirées par le pollen ont développé des poils ramifiés pour mieux le récolter. Le plus vieux fossile d'abeille datant de 100 millions d'années confirme cette évolution. Là, nous allons passer à... Alors, les premiers bourdons apparaissent il y a 40 millions d'années lors d'une période de refroidissement dans les régions d'Asie centrale, pour se répandre ensuite. Les fossiles d'abeilles en Europe ont été trouvés dans l'ambre de la Baltique. Les abeilles du genre Apis sont apparues il y a 9 millions d'années. Voilà. Comment est-ce que je sais tout ça? C'est parce que j'ai lu, il y a un livre qui s'appelle de David Wilson qui parle des bourdons. J'ai mis si vous voulez photographier pour avoir un exemple. Alors, comment décrire une abeille solitaire? Bon, ça c'est... L'abeille solitaire et sauvage est un insecte invertébré, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de colonne vertébrale. Elle tient par l'extérieur. Elle a 6 pattes comme tous les insectes. Elle fait partie de l'ordre des hyménoptères. Cet ordre qui peut être divisé en 2 groupes. Alors, par les apocrites, donc les abeilles et les guêpes font partie du sous-ordre des apocrites, parce que le thorax et l'abdomen sont bien distincts l'un de l'autre et sont séparés par un étranglement. Tandis que les autres, les sépites, n'ont pas d'étranglement. Voilà, mais ça on va le voir tout de suite après. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, les abeilles se nourrissent uniquement de pollen. Elles nourrissent leur couvain de pollen, tandis que les autres, les guêpes,
nourrissent leur couvain avec d'autres insectes. Alors là, c'est un exemple qui a été produit par la société Arthrophologia, qui est à Lyon et qui défend beaucoup les abeilles. Donc elle publie des affiches et que tout le public peut aller consulter et donc on peut regarder. Donc alors, sur la droite, vous avez une guêpe et à gauche, une abeille sauvage. Alors là, c'est une anatomie d'une abeille sauvage. On va la décrire rapidement. Donc vous avez la tête, le thorax, l'abdomen. Alors, sur la tête, vous avez des yeux qui sont latéraux, mais sur sa tête, elle a des petits yeux aussi, des ocelles. Et grâce à ses yeux, l'abeille qui voit la lumière ultraviolet que nous ne voyons pas. Et par exemple, l'abeille, elle est attirée par, disons qu'elle ne voit pas de la même façon la lumière que nous. Elle voit, par exemple, les coquelicots qui sont rouges, elle les voit en noir. Et donc, après, elle est attirée par le bleu, le jaune et le blanc. Ça, je l'ai lu par hasard, mais je le mets là. Alors, après, vous avez les antennes qui sont aussi importantes parce que ça lui sert à mieux appréhender son environnement, de sentir le nectar des fleurs, donc, qui les attire. Après, elle a une langue. Donc, en fonction des familles, il y a 2 familles dont les abeilles ont des langues longues. Et ça, c'est important parce qu'en fonction de leur physique, il y a certaines abeilles qui peuvent polliniser certaines fleurs et pas d'autres. Donc, les abeilles qui ont la langue longue, elles font partie de la famille des apidées et des mégachiles. Après, les autres, elles ont des langues courtes. Après, il y a certaines qui ont des mandibules devant. Parce que, par exemple, vous avez les mégachiles feuilles, elles vont aller couper des feuilles pour tapisser leur nid avec de feuilles pour leur couvain, et elles ont des mandibules devant qui leur servent à le faire. Ou encore, vous avez les osmicornus, les femelles qui ont des cornes devant pour pouvoir creuser leur nid. Voilà, elles ont des particularités, chacune d'entre elles. Voilà. Après, vous avez le thorax et l'abdomen ici. Elle a 6 pattes. Voilà. Elle a 2 paires d'ailes. L'abeille a 2 paires d'ailes. Et c'est ce qui vous permettra de la différencier des mouches. Parce que les mouches, elles ont une paire d'ailes. Voilà. Parfois, on ne les voit pas sur les photos qu'elle a 2 paires d'ailes, en fonction de la façon dont elle s'est posée. Mais enfin, bon. Voilà. Et alors, une abeille solitaire, elle a un rayon d'action de 200 mètres. C'est-à-dire qu'elle va aller polliniser des fleurs qui sont autour d'elle sur une distance de 200 mètres. Tandis qu'une abeille mellifère, elle a un rayon d'action de 3 km. Ce qui veut dire que, par exemple, dans un cas où il y a des canicules, s'il y a trop une espèce qui est trop importante par rapport à une autre, elle peut prendre la place des abeilles qui ont un petit rayon d'action. Parce qu'il y a moins de fleurs, par exemple. Ça, c'est un... Voilà. Après, vous avez... voilà. Donc, sur l'abdomen, par exemple, il y a une différence entre les mâles et les femelles. Bon, ce qu'on appelle ici les tergites. Les mâles en ont 7 et les femelles 6. Au niveau des antennes, ce qu'on appelle, qui sont là, les articles antennaires, le mâle en a 13 et la femelle 12. Enfin, il y a des petits détails qui différencient. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Les femelles sont beaucoup plus poilues parce qu'elles récoltent le pollen, tandis que les mâles, peu, parce qu'eux, ils se nourrissent uniquement pour elles-mêmes. Voilà. Et voilà ce que je vais dire tout ça. Voilà, ça c'est un exemple de guêpes qui font partie du sous-ordre des apocrites, voilà, à droite. Et à gauche, vous avez la cynthite, qui est sur Oriole, hein, c'est pas le parc Oriole, hein, un peu partout, hein, de la région. C'est un exemple. Alors là, c'est seulement un rappel rapide, hein, c'est pas que je ne fais pas l'école, pour comprendre comment on les classe.
Alors, la taxonomie sert à classer le vivant, organiser la diversité de la vie, y compris les insectes, dans un système hiérarchique cohérent. Voilà. Et donc, c'est un système de nomination des espèces qui utilise deux noms, genre et espèce, permettant ainsi une identification précise et universelle. Alors là, ce qui nous intéresse, c'est l'ordre, la famille, le genre et l'espèce. Voilà. Après, on va le voir tout de suite après. Alors, mais on va le voir. Alors là, c'est, par exemple, tout à l'heure, on avait un exemple de la différence entre une mouche et une abeille. Là, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez là? Voilà, bon, à part ceux qui connaissent. Voilà, une seule paire d'ailes, donc ça c'est un diptère, ce n'est pas une abeille. Et donc c'est une abeille qui a imité l'apparence au fil des millions d'années. Elle a imité l'apparence des guêpes et des abeilles. Ben, il y en a beaucoup de diptères dans la région. Et donc là, vous voyez qu'elle n'a qu'une paire d'ailes. Elle n'a pas de détremblement ici. Voilà. Et elle a de gros yeux. Si vous voyez, parfois c'est pas facile à différencier parce qu'elles ont tellement bien imité que parfois on ne sait pas non plus. Donc, les abeilles ont deux paires d'ailes, contrairement aux diptères qui ont une paire d'ailes. Voilà. Et ça, celui-là, c'est un Chrysotoxum parmans de la Tourelle qui est pas loin, à côté de Saint-Zacharie. Et ce diptère, il est rare. Il est rare au niveau national. Voilà, ça aussi, c'est d'autres diptères aussi qui imitent. Et lui aussi, pareil, le Chrysotoxum elegans, ou du Cordops, lui aussi il est rare. Tout ça, ce sont des abeilles qui sont rares. Des insectes qui sont rares. Pardon, excusez-moi. Ça, c'est d'autres exemples que je vous mets pour vous montrer le mimétisme des insectes. Voilà. Là, à droite, c'est un papillon. Là, les deux, là, ce sont des papillons. Et à gauche, c'est une mouche. C'est une mouche à gauche, hein. Voilà. Donc, connaître les clés de détermination permet d'observer les détails de leur anatomie et ainsi de les reconnaître les unes par rapport aux autres. Ainsi, les scientifiques ont déterminé qu'il y a 6 familles et une famille et une 7e en Australie. Donc, toutes ces 6 familles, elles sont présentes à la Seine-Baume, en France, partout. Voilà, on va les voir après. Voilà. Donc là, c'est seulement un exemple de classification. Je vais passer quand même assez vite. Là, c'est la scabieuse, ici, femelle, qui est une abeille assez présente, elle n'est pas rare, celle-ci. Et donc, comment est-ce qu'on la classe? Donc, à côté, là, vous avez des papillons, lépidoptères, de l'ordre des lépidoptères. Donc, elle ne fait pas partie des lépidoptères, ni des diptères, qui sont là, mais elle fait partie de l'ordre des hyménoptères, ici, et du sous-ordre des apocryphes, parce qu'elle a une taille de guêpe. Puis, elle fait partie de la famille des Apoidea, qui comprend toutes les abeilles. Donc là, vous avez les 6 familles, et parmi les 6 familles, elle fait partie de la famille des Halictidae. Et chaque famille comporte des genres, et dessous, c'est l'exemple de la Halictidae. Vous avez 6 genres ici, qui sont mis. Et nous, notre abeille fait partie du genre Halictus. Et ce genre Halictus, là ce sont des exemples parce qu'il y a peut-être d'autres abeilles, hein, j'en ai mis que 4. Mais dans notre région, là, moi je l'ai relevé, celle-là, donc Halictus scabiosae, la ligue de la scabieuse, que l'on peut croiser hein, si on se promène dans les sentiers. Halictus brunnescens, qui est courante aussi, elle est à la Cordops. Celle-là aussi, ça c'est en invention innaturaliste on me l'a identifiée, elle s'appelle Halictus patellatus. Et celle-là, Halictus quadracentus, qui est assez courante aussi. Enfin, celle-là, je l'ai croisée. Voilà. Alors, comment distinguer les familles les unes des autres? Alors, c'est des exemples. Hein. Par l'observation et l'étude de la nervation des ailes, ou par le mode de transport relatif à chaque famille. Les apidés et les Megachidae possèdent une langue qui est longue, contrairement aux autres abeilles solitaires. Alors là, ce sont des exemples que je vous donne.
l'exemple de nervation d'ailes concernant les mégachilles. Alors, c'est parce que là, il y a deux cellules, voilà, qui sont là. Et donc, les mégachilles, elles ont des cellules comme ça. Et on le voit sur la photo. Quand vous observez, si vous voyez qu'il y a deux cellules ici, là, ça veut dire que elles font partie de la famille des mégachilles. C'est une façon de pouvoir les reconnaître. Un des exemples. Ici, concernant la famille des Alictidae, l'azioglosome, alors là, vous avez, c'est un exemple, vous avez une courbe ici. Si vous voyez une courbe là, c'est la nervure basale. Donc, vous voyez une photo, bon, c'est sûr que c'est sur photo ou sur microscope. Voilà, vous voyez, elle a été agrandie la photo, et donc vous voyez bien qu'elle est courbée, là, ici. Donc, c'est un indice que vous indiquez que cette abeille fait partie de cette famille. Ici, les Andrenidae, elles ont 3 cellules cubitales ici, là. Voilà. Et donc ici, elles ont 3 cellules ici. Voilà. Là, vous voyez l'Andrena esperia, photographiée à Riol. Voilà, qu'on voit au printemps. Ici, c'est les Colitidae, je n'ai pas d'exemple à vous donner, mais voilà, il y a des indications ici. Si vous voyez une petite secondaire peu récurrente signeuse, voilà, c'est un indice. Pour la pismifera, parfois c'est pas facile à identifier, on ne sait pas, on peut croire que c'est une andrène, parce que parfois elles se ressemblent. Et là, aux extrémités des ailes, vous avez une cellule qui est assez étirée et qui fait penser à une banane allongée. Et donc si vous voyez les ailes d'une abeille avec aux extrémités une banane allongée, ça veut dire que c'est une Apis mellifera. Et je vais vous donner l'exemple là. Ici, par exemple, ça c'est une Apis mellifera, celle qui fait le miel. Et donc vous voyez qu'elle a une banane allongée ici. Là. C'est une façon de la reconnaître. Il y a d'autres façons aussi parce qu'elle a des pattes larges, enfin, elle a les poils devant là. Enfin, voilà. Là, c'est seulement un exemple que j'ai mis en plus, c'est que par rapport à son corps, comment elle se sert de son corps. Là, c'est une anthophore qui, pour s'approcher, elle se sert de ses mandibules. Et là, elle s'accroche à l'envers. Elle dort à l'envers. C'est un petit exemple. Alors, ah oui, la récolte et le transport de pollen, c'est ça aussi, c'est comme ça qu'on peut les différencier. La façon dont elle transporte le pollen. Donc, le transport diffère selon les familles. Là, vous voyez une Apis mellifera. Et voilà comment elle transporte le pollen. C'est-à-dire qu'elle le met en boule parce qu'elle mélange le nectar et le pollen ensemble. Et elle l'emmène à la ruche. Là, c'est encore des exemples. Voilà. Alors là, chez les Megachilidae, chez les mégachilles, la famille des mégachilles, on peut savoir comment est-ce qu'elle transporte le pollen, c'est par la brosse ventrale qui se trouve dessous, sous l'abdomen. Voilà. Là, ce sont des exemples. Ça s'appelle la scopa. Hop. Et voilà comment elle transporte le pollen. Alors, chez les Alictidae, ça, Alictidae, les azoglosses, bon, c'est les pattes aussi. Voilà, vous voyez de la scabieuse. Voilà. Alors, chez les Andrenidae, là, c'est une photo que j'ai prise à peine des bords, mais parce que celle-là, on voit bien qu'elle a des poils sur les pattes. Là. C'est une Andrena pilipes, Andrène poilue. Et donc, elle transporte le pollen en l'accumulant là, sur la patte. Voilà, ça c'est des exemples. Andrena morio, date de Tourbe. Là, j'ai pris à Tourbe. Là, je l'ai prise chez moi, à Montréal, à la forêt d'Ala. Alors, l'Andrena nymphoanea. Découvrons en détail ensemble les 6 familles d'abeilles solitaires. Bon, là, je vous présente, comme ça, vous allez les découvrir par rapport aux abeilles mellifères. Vous allez voir qu'elles sont différentes. Bon, là, je vais passer aussi les Andrenidées. Il y a 200 espèces en France et 466 en Europe. Alors, la plupart d'entre elles nidifient dans le sol. Et c'est très important parce que les abeilles sont aussi... Elles nidifient dans le sol et elles sont aussi efficaces que les vers de terre pour le sol. C'est-à-dire qu'elles
participent plus à la bonne santé des sols. Voilà. Alors, dans cette famille, il y a des gens Andrena, Paniobus, Panibinus, mais nous, on voit surtout les Andrena et Paniobus. Alors, celle-ci, c'est une Andrène de la scabieuse, qui est dans mon jardin, parce que je l'ai vue, parce que comme on est au mois de mai-juin, on la voit, et les scabieuses fleurissent actuellement. Et donc, elle est oligolectique, c'est-à-dire qu'elle dépend d'une famille de fleurs, des gnotties et des scabieuses. Elle ne va butiner sur aucune autre fleur, que des fleurs de cette famille. Voilà. Et actuellement, les scabieuses fleurissent. C'est pour ça qu'il ne faut pas les couper, les scabieuses. Là, c'est dans son milieu naturel. Après, là, c'est une Andrena limbata qui est assez rare. Je l'ai photographiée qu'une fois, que j'ai trouvée à Tours, au Carami. Et j'ai eu la chance de la photographier. Et depuis, je ne l'ai pas photographiée. Ici, ce sont les Nigroanea. Et ça, on les voit dès le mois de février. Parce que, par exemple, dans la forêt d'Ala, vous avez un endroit qui est très ensoleillé. Donc, vous avez les globulaires qui poussent. Et donc, elles sont présentes dès le début de l'année, dès le mois de février. Et là, elles sont connues pour polliniser les ophrys. Et donc, là, elle a ramené des pollinies de la fleur. Ça, c'est la preuve qu'elle a été sur une orchidée ophrys. Voilà. Bon, là, c'est un autre exemple. En français, on dit Andrena noire bronze. Alors, les Andrena pandegae provombula, c'est des andrenes qui sont très proches les unes des autres au niveau de leur physique, anatomie, de leur anatomie. Voilà. Et actuellement, on les voit parce que actuellement, les campanules fleurissent. Donc, on peut les observer. Je les ai observés récemment. Et Patrick aussi, qui est présent ici, les a observés, les a photographiés. Donc, elles dépendent aussi des campanules, elles ne vont nulle part ailleurs. Et il y a deux espèces, Curvungula ou Pandelae, et il y a peu de détails physiques qui les différencient, c'est seulement au niveau des pattes. Voilà. Sauf qu'elles sont petites, donc il faut les observer, ou bien elles volent très vite. Bon, là, c'est d'autres exemples d'andrenes qu'il y a sur notre région, pas que sur notre région, mais en France. Andrena agilissima, Andrena thoracica, Andrena nitida, sont des exemples. Et celle-là, c'est Andrena thoracica, sur une fleur de Santoro des collines. Voilà, que j'ai photographié. Voilà, Andrena variabilis ou Plantops. Voilà. Les apidés, donc c'est des familles de 220 espèces en France, 560 espèces en Europe. Toujours, j'ai pris ça chez Arthrophologia, s'ils mettent ça à disposition. Voilà, les principaux genres, et toutes ces abeilles-là, on les a ici. Les Idocopa, les Anthophora, Nomada, Eucera, Melecta, Apis, Bombus. Voilà. Bon, c'est une des familles les plus diversifiées dans le monde, contenant plus d'espèces que n'importe quelle autre famille. Les Ilocopes comptent parmi les plus grandes espèces. Les bourdons, qui font partie de la famille des apidés, sont des espèces de grande taille, à pilosité dense et colorée. Alors, les bourdons, par contre, eux, ils vivent en colonie. Voilà. Bon, le pollen est collecté en l'aide de pattes postérieures. Les abeilles mellifères vivent en colonie et leur essaim est constitué d'une reine, des ouvrières, quelques mâles pouvant atteindre 6 000 individus. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça là? Parce qu'elles font partie aussi de la famille des apidés, la même famille, même si elles ne sont pas solitaires. Alors là, c'est des exemples d'apis mellifera, vous connaissez. Voilà. Par contre, là, on arrive aux Ilocopes. Alors, j'ai pu relever 4 espèces sur la région. Il n'y a pas qu'une Ilocopes, il y en a 4. Enfin, il peut y avoir d'autres, mais moi, j'ai les ai. Alors là, les Ilocopa iris, celle-ci, je l'ai photographiée l'année dernière, dans le champ à côté de l'hôtellerie de la Seine-Bourg, du Cordope. C'est la plus petite des Ilocopes. Elle est plus petite. Celle-ci, avec ses ailes bleues, là, c'est une Ilocopa nard, Ilocopa valga. Et celle-ci, ce qui la différencie de l'autre Ilocope qui est juste après, c'est seulement ses antennes qui sont différentes. Voilà, il y a quand on étudie de près, on voit que les antennes sont différentes. Voilà, et ça, celle-là, je l'ai prise à cet endroit, au-dessus, le sommet de la Seine-Bourg.
enfin du massif de la Seine. Voilà, et au fond, voilà Sauta par exemple. Et sinon, celles-ci, elles sont assez courantes. Et alors, est-ce que vous les voyez, vous, chez vous? Non? Oui, oui. Alors, celles-ci, elles sont assez courantes. Pourquoi? Parce qu'elles nidifient dans le bois. Et nous vivons à la lisière de forêt. Et comme elles nidifient dans le bois tendre et sec, donc elles ont beaucoup de nids. Elles peuvent pondre comme elles veulent. Ici, à 35 km, partant de Gémenos jusqu'à jusqu'à Tourbe. Donc elles ont le loisir de pouvoir pondre. Donc on les voit ici un peu partout. Et voilà. Et là. Après, nous avons notre star à nous, qui s'appelle la Xylocopa cantabrita, qui vit chez nous aussi, mais elle ne vit que en France. Elle a été répertoriée surtout que sur la Seine-Bon, nulle part ailleurs. Mais elle va quand même jusqu'à Soliès Putas, parce que j'ai vu sur une naturaliste, qui était sur. Et donc là, c'est un mâle qui est autour du romarin. Et on peut la retrouver d'Oriol jusqu'à la Braste. Vous voyez où c'est la Braste? Mazog aussi. Donc voilà. Et à droite, c'est le mâle, avec à l'arrière, sur son abdomen. C'est orangé, l'abdomen est orangé, et la femelle, elle est à gauche. Voilà. Alors voilà, vous voyez sur la carte qu'elle est répertoriée que dans le sud de la France pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas ailleurs. Voilà. Voilà. Donc maintenant on passe aux orthophoras. Elles aussi, elles sont assez courantes dans notre région. Elles sont courantes dans notre région, mais avant, moi je mettais de l'orthophora plumipes partout. Et au fait, sur la patte médiane, orthophora plumipes, orthophora papineuse, on voit qu'il y a de longs poils. Elle est poilue. C'est la particularité du mâle. Et donc, au fait, donc il est assez présent ici. Mais il y en a d'autres. Ça, c'est grâce à une naturaliste qu'il y a des passionnés qui les identifient. Donc, il y a l'orthophora estivale que j'ai photographiée dans mon jardin. Celle-là, je l'ai photographiée à la plaine des morts, on l'a vu tout à l'heure. Elle est très petite, elle fait du bruit quand elle vole. Après, ici, après l'orthophora dispar, c'est orthophore à tarse gonflé que je photographie. À tarse gonflé, ça veut dire que sa pâtissière est large. Que je photographie chez moi, à Oriol. Hein. Celle-ci aussi, ça c'est pas loin de la Sambuc, mais elle est présente un peu partout. Hein. Orthophore bicillé, orthophora affinis. Voilà, et tout ça, ce sont les orthophores. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Ça veut dire que ça montre que la région, elle est riche. Si vous n'avez qu'une espèce d'orthophore, c'est qu'elle n'est pas très riche. J'ai la gorge qui pique, excusez-moi, je tousse. Excusez-moi. Donc après, vous avez ici, ça c'est notre ami Alain Ménard qui l'a photographié, qui est présent ici dans la salle. En fait, c'est un autre. Moi, en fonction de son apparence, je me dis que c'est une orthophore. En fait, c'est un autre genre qui s'appelle Abropoda, mais de la même famille des apidés. Et qui a, sauf qu'elle a peut-être la patte très large, elle est assez large, sa patte. Et donc, voilà, elle est très très jolie et elle a été photographiée à Hier, par Alain Bénard. Voilà. Et après, maintenant, on arrive aux Amegilla garrula qui sont là. Et celles-ci aussi, elles sont assez courantes. Les garrulas, elles ont un triangle noir sur l'avant de leur tête. Et celles-ci, on peut les croiser assez l'été. Hein. Bon, elles ne sont pas nombreuses, mais on les croise quand même. Celles-ci, elles sont très jolies et elles sont plus rares. Voilà, les Amegilla bandes. Voilà, d'autres Amegilla. Et celle-ci, dans son milieu naturel. Celle-ci aussi, elle est très très belle. Je l'ai photographiée à Oriol et au Plan d'Orbs. Elle est assez présente aussi. Et les œufs cercles, actuellement, quand vous avez des scalieuses,
comme il y avait beaucoup de scabieuses actuellement, on voit, par exemple chez moi, à côté, j'habite aux Ancano, elles sont présentes actuellement sur les scabieuses. Mais il y a plusieurs espèces de cerfs. Là, c'est une espèce, je ne sais pas laquelle. Celle-là, c'est Eucera nigrescens aussi, que j'ai photographié dans mon jardin. Alors, à gauche, c'est le mâle. Et à droite, il y a un photographe qui s'appelle Albano Suarez qui m'a autorisé à vous la montrer. Voilà. Alors là, c'est les eucères. Voilà, en ce moment, si on les observe sur les scabieuses, elles sont là. Et il y a d'autres espèces, par exemple le cerf à l'arbre noir. Et ça, je l'ai prise vraiment par hasard, c'est sur écran que j'ai découvert qu'elle avait des yeux bleus. Elle est différente. Et à gauche, c'est la femelle. Là, c'est d'autres cerfs. Et là, le cerf nigrescens, c'est dans son milieu naturel. Parmi cette famille aussi, vous avez les cératines. Ici, cératines précieuses. Une espèce, mais il y a d'autres espèces de cératines. Hein. C'est un exemple seulement que j'ai là sur les yeux. Voilà. Toujours à peu près sur les mêmes fleurs. Et actuellement, ce sont celles qui fleurissent actuellement. Hein. Ils les auront, vous en verrez un peu partout. Alors maintenant, on passe au bourdon. Et le bourdon, est-ce que le bourdon est une abeille? Oui. Donc là, on va voir des exemples. Il fait partie de l'ordre des hyménoptères, de la famille des apidés, le genre Bombus. Et là, c'est parmi les bourdons, il y a une espèce qui s'appelle Bombus terrestris, bourdon terrestre. Et là, ce sont les bourdons. Voilà, ça c'est nos bourdons. Alors, donc, on a lu que, faut savoir que les bourdons, ils sont présents depuis 40 millions d'années. Bon, alors, suite à leur refroidissement, ils se sont répandus. Après, bon, là, je passe rapidement. Il y a 46 espèces en France, donc 23 en région francilienne, ça ne nous concerne pas. Alors, leur cycle de vie, ça c'est important. Leur cycle de vie s'étale sur 1 an, et chaque année naissent de nouvelles colonies sous terre qui meurent à la fin de chaque période de végétation. Il n'y a que la reine qui survit à l'hiver. Voilà. Et la colonie se renouvelle chaque année. Donc, après avoir survécu l'hiver, la reine fonde une nouvelle colonie, composée d'abord d'ouvrières stériles, dans un premier temps, puis après, plus tard, d'ouvrières fertiles et de mâles. Et au fait, elles sont connues surtout pour aller polliniser les tomates. Parce que les tomates sont seulement pollinisées par les bourdons. Il n'y a pas d'autres insectes qui peuvent les polliniser. C'est pour ça qu'elles sont utilisées. Et après, elles sortent à des températures basses à l'extérieur. Donc elles sont plus efficaces que d'autres abeilles. Alors là, c'est des exemples de bourdons que nous trouvons dans la nature. Là, c'était au plan d'Obs que j'ai photographié ça. Celle-ci. Celui-là aussi. Mais il y a d'autres espèces de bourdons. Il n'y a pas qu'une espèce. Celle-là, c'est le bourdon des prés que l'on voit actuellement aussi au printemps. Ça, c'est une sous-espèce identifiée grâce à iNaturalist. Moi, je ne veux pas identifier, je ne veux pas suivre. Toujours le bourdon des prés, qui est très beau, mais qui va très vite aussi dans ses déplacements. Le bourdon des champs, côté. Là, c'est une sous-espèce, ça s'appelle Bombus terrestris, sous-espèce Lusitanicus, qui est sur Orvéole, mais ça veut dire que c'est une région riche, puisqu'elle comporte des sous-espèces aussi. Et ça aussi, moi, je ne savais pas ce que c'était, c'est quelqu'un qui l'a identifié en disant Bombus lucorum, bourdon un peu blanche. Celle-là, je l'ai photographiée au plan d'Obs, sous la grotte de Marie-Madeleine. Là, c'est le bourdon des friches. Toujours pareil, c'est des bourdons que l'on croise chez nous. Hein. Vous en avez chez vous, tout ça? Ben ça, on en a, c'est assez courant. Voilà, dans son milieu naturel. Et alors, pourquoi je fais un petit écart vers à l'os 04? Parce qu'on peut photographier des bourdons autour du lac au mois d'août, parce qu'il y a les épilogues, et on peut voir des petits bourdons comme ça, qui sont très jolis. Et ceux-là, on ne les a pas ici. Seulement pour vous dire qu'il y a aussi des bourdons ailleurs qui sont différents d'ici. Alors, ça s'appelle le bourdon de Sichel, ici, ou bourdon hirsute ici. Et on les croise. Ablieux aussi. Là, ceux-là, ici, je ne les ai jamais photographiés, ceux-là.
Breton-les-Pierres, dans notre région. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'y sont pas, c'est que je ne les ai pas photographiés, c'est tout. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on va passer aux Alytidae, la famille des Alytidae. Alors, 160 espèces en France, 314 espèces en Europe. Et la particularité des femelles, pourquoi? En plus, je viens de la photographier celle-là il y a 2 jours. C'est qu'à l'extrémité de l'abdomen, elles ont un sillon. Alors, pour les identifier, si vous voyez une femelle qui a un sillon, ça veut dire que c'est une halyte ou une nasolose, voilà, qui fait partie de la famille des Alytidae. Voilà. Alors, principaux genres, Halictus, Lasioglossum, Spicodes. Elles sont majoritairement solitaires, mais parmi elles, il y a quand même certaines qui vivent en colonie. Il y a quelques exceptions parmi elles. Alors, là, je vais passer parce que. Voilà, donc elle se repère facilement grâce au sillon qui est là. Alors là, c'est l'abeille qu'on a vue tout à l'heure. Elle est assez commune ici. Quand je dis commune, c'est une abeille qu'on croise, pas une abeille qui est rare. Voilà. Celle-ci. Mais il n'y a pas que l'halyte de la scarbiose, il y a d'autres halytes. Donc les mâles, alors les femelles, elles sont plus dodues que les mâles. Les mâles ressemblent à des boîtes d'allumettes. Pas des boîtes d'allumettes, des allumettes, qui sont beaucoup plus fins. Et là, vous voyez un mâle, là. Et ça, toujours au plan d'Ops, il est assez étiré, assez mince. Et ça a été, il a été identifié sur les naturalistes comme halyte à palette. Voilà. Donc au plan d'Ops. Celle-ci aussi, Halictus brunescens, halyte brun. Et là, ses antennes sont courbées. Voilà. Ça, vous le voyez au plan d'Ops, l'été. Celui-ci, ça, c'est une halyte qu'on voit à la peine des morts. Bon, c'est seulement, c'est un exemple. Ça, ce sont des halytes aussi qui sont courantes ici. Enfin, courantes. Pour celle de gauche, elle n'a pas été identifiée pour l'instant. Donc, il y a certaines qui ne sont pas identifiées, on ne sait pas. Celle-ci, elle aussi, elle est croisée. Voilà. Alors, c'est celle-ci qui vit aussi en colonie. C'est une particularité chez cette espèce. Et après, vous avez Aspicodes, qui est une abeille coucou, qui va squatter les autres nids. Alors, là, c'est celle que je préfère, les mégachies. Celle qui collecte le pollen par la brosse, grâce à sa brosse ventrale. Alors, il y a 200 espèces en France, 442 espèces en Europe. Bon là, tous les genres qu'il y a, Antidium, Osmien, Mégachie, Diturgus, Clélostoma, Clélériades, Trachypha, qu'on a vu tout à l'heure. Alors, bon, ça je vais passer parce que sinon, on va aller. Je vais vite passer pour vous les montrer. Alors là, c'est un exemple de Mégachile albisecta qui vit autour de la Méditerranée. Elle ne vit pas au-dessus. Elle ne vit pas au-dessus, donc c'est elle aussi. Hein, bon, moi, c'est par hasard que je l'ai photographiée. Mais en fait, c'est une abeille qui est chez nous, qui est assez courante, apparemment. Ça, c'est la même. Donc, où est-ce que je l'ai photographiée? Soit à Oriol, soit sur au plan d'Ops, voilà, ou à la tourelle, celle-ci à la tourelle, à droite. Et voilà, vous voyez que d'après la carte, qu'elle vit surtout autour de la Méditerranée, en France. Les Antidium manicatum, actuellement on peut les observer aussi, maintenant. Antidicotonnière. Pourquoi l'antidicotonnière? Parce qu'elle gratte les poils des feuilles, qu'elle met en boule et qu'elle transporte sous son corps pour en faire revêtir son nid. Et ça, c'est le mâle qu'on peut voir. Sauf que ce sont des abeilles qui, les mâles, ils vont très très vite dans leur vol, des vols saccadés. En plus, parce qu'ils surveillent leur zone de prédilection ou bien sur les femelles. Et donc, pour les photographier, c'est très difficile. Il faut être patient et il faut les photographier, on peut seulement quand ils se posent. Voilà, ce sont les mâles et ça, ce sont les femelles. Et actuellement, j'en ai chez moi. Pour vous dire, j'en ai celle-ci, j'en ai dans mon jardin.
Ça, c'est les Antidium fluorentinum. Aussi, elles sont assez courantes autour de chez nous. On les voit. Le mâle est à gauche, enfin, le mâle à droite aussi, mais après. Donc là, c'est une femelle à gauche. Voilà. Après, vous avez celle-ci, les Rhodanthidium septendentatum. Et au fait, elle nidifie dans les escargots vides, les coquilles d'escargots vides. Mais elles ne sont pas rares, ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'escargots vides pour les abriter. Et ça veut dire que le milieu est sain. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espèces. Et elle vit autour de la Méditerranée. Alors celle-ci, on peut la voir quand même, si on fait attention, on l'observe, sauf qu'elle aussi, elle vole très très vite. Donc voilà. Là, c'est pour montrer dans quel milieu je les photographie d'une manière générale. Celle-ci, c'est la première fois que je l'ai photographiée l'année dernière, mais toujours pareil, au même endroit. Antidium lotii, elle a des petits carrés, là. Au lieu d'avoir des bandes, elle a des carrés sur le dos. Voilà, dans son milieu naturel. Hop. Alors là aussi, ça c'est une autre, avec la famille des mégachis, c'est la Liturgus chrysomus. Et aussi, elle aussi, pourquoi elle est présente? Elle est un peu présente partout. Je l'ai vue à la tourelle, au Pandops, à Auriol. C'est parce qu'elle nidifie dans le bois dur. Donc à l'extrémité, c'est orange. Et on peut ça c'est une femelle. Et ça c'est le mâle. Voilà. Alors ça c'est les Trachusa intuta et aussi les intégrales. Elles sont très proches l'une de l'autre. Il y a des espèces qui sont présentes sur la région, un peu partout. Elles sont pas rares ici. Elles sont très belles. Et celle-là est beaucoup plus petite en taille, je ne sais pas, elle fait 8 cm. 8 mm, pardon, excusez-moi. 8 mm, et donc, sauf aussi, elles vont très vite dans leur déplacement. Voilà. Et voilà, elles ne sont pas beaucoup répertoriées. Bon, hop, je passe un petit peu. Alors là, c'est une autre mégachie, mais c'est aussi pour montrer que la fleur Echinopsis elle est très belle et en cas de canicule, c'est bien parce qu'elle fleurit au mois de juin. Donc si vous la mettez dans votre jardin, les abeilles les apprécient. Voilà, c'est d'autres abeilles qui existent. Et celle-là, par exemple, c'est une autre mégachile. Et sur le moment, je me dis, il y a plein de mégachiles. Je peux en prendre une. Je l'ai prise quand même. Et à l'écran, j'ai découvert que c'était une autre. Parce que vous voyez, sa patte devant, là, elle est, comment on dit ça? Sa patte avant est blanche, qui ressemble à un os. En fait, elle est particulière, c'est une autre espèce encore. Donc ça veut dire que le milieu est riche. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'abeilles différentes. Celle-là aussi, elle est assez. Celle-ci, je l'ai photographiée dans mon jardin. Gâchis noir. Celle-ci, près de l'hôtellerie. Elle s'appelle Oclitis cristatula. Elle est sur liste rouge, mais apparemment pas trop rare quand même. Et donc, elle a la particularité d'aménager son nid dans le sol avec des morceaux de pétales. Celle-ci dans mon jardin, Optis theresi, elle aussi pareil, elle utilise des pétales pour aller aménager son nid. Celle-ci, je l'ai photographiée récemment aux Ancano. C'est la Rhodanthidium stiticum, et elle aussi elle nidifie dans le nid d'escargot vide. Voilà, elle est très jolie, mais elle va très très vite. Alors on peut la photographier que quand elle se pose. À moins de savoir le faire. Voilà. Donc dans un multiplié. Voilà. C'est sûr que on voit pas. C'est sûr que ça a un effet différent. Alors celle-ci, Antidium diadema, au plan d'Op, aussi Prédostérie, et elle est assez rare aussi au niveau national. Vous voyez sur les cartes. Et pour les photographier, c'est assez. Elles vont très très vite, donc c'est surtout quand elles se posent, mais elles se posent que quelques secondes. Hein, donc il faut vraiment être très très réactif quand vous les photographiez. Voilà, vous voyez, regardez sa carte, on n'a pas beaucoup. Celle-ci, c'est la Megachile structuralis, qui est venue d'Asie. Elle est présente. Alors il y a des lieux où elle est assez présente, on la voit quand même, qui cohabite avec les autres. Mais elle n'est pas connue pour les. Il n'y a pas d'études qui prouvent qu'elle est invasive par rapport aux autres. Voilà. Mais elle est présente chez moi en Auriol, elle est présente au Pandops. Voilà.
Il y a des lieux où on la voit moins, mais il y a des lieux où, quand il y a beaucoup de fleurs, on la voit. Alors, les Chalicodome, ce sont des abeilles aussi qui sont considérées comme rares, qui sont sur la forêt d'Ala, que moi j'ai photographié ici. Et donc, elles construisent leur nid avec de la salive, en mélangeant la salive et le sable qui est sur le sable, la poussière, et elles édifient leur nid. Et celle-ci aussi, elles édifient leur nid, mais dans la nature, c'est-à-dire elles construisent un nid. Celles-ci, les Megachipyrenica, qui sont rares et qui ont été évoquées par Jean-Henri Fabre il y a 100 ans dans ses livres. Et voilà, là, elles édifient leur nid, mais celle-ci, elle a été photographiée dans le Var. Donc, pas très loin d'ici. Et là, vous voyez leur nid, là. Puis, alors, nous, on revient à nos petites osmies qu'on adore. Ça, c'est Osmie cornuta. Donc, le mâle, il a des poils. On sait que c'est un mâle parce qu'il a des poils ici. Voilà, et qu'on observe au printemps, beaucoup. Là, j'ai mis ça parce que j'aime bien la photo, c'est tout. Alors là, c'est nos petites osmies qui travaillent au printemps. Voilà, les abeilles maçonnes. Elles sont utilisées beaucoup dans la floriculture. Alors là, on voit bien que la femelle elle a des cornes, ici. Et elle s'était posée sur mon pull. Je fais la photo comme ça. Et elle n'est pas restée longtemps. Enfin non, elle est restée longtemps pour que j'ai le temps de la photographier. Alors là, je l'ai fait défiler. Il y a beaucoup d'osmies différentes, d'espèces différentes. Donc ça, c'est Osmie orulenta qui nidifie aussi dans les coquilles d'escargot. Osmie bicolore, on voit que ses pattes sont oranges. Elle nidifie aussi dans les coquilles d'escargot. Alors on les voit. Osmie bicornis, elles aussi, on les voit. Ça, c'est derrière chez moi, dans la forêt de la Larpe, que j'ai pris en photo. Celle-ci au Cordops. Celle-ci, Osmie melanogaster. Donc elle était à l'ombre, là. C'est pour ça que pour la photographier, c'est pour ça que l'image est différente. Elle est toute petite, elle va très vite aussi. Ça, je l'ai photographiée. Bah, elle est sur viol, hein. Elle est sûrement en l'air aussi. L'Osmie signata ici, les scientifiques étaient très contents de savoir que j'avais photographié parce qu'apparemment, elle est assez rare. Voilà. Après, il y a l'Osmie ruflorita. Maintenant, on va passer au Melitidae. Melitidae, 13 espèces en France, 37 espèces en Europe. Alors, ça, ce sont les Dasipodales et Macroplis, les Médita. Ils sont les abeilles à culottes. Bon, elles doivent leur nom au long poil visible sur les pattes postérieures. Bon. Je vais aller assez vite pour qu'on ait le temps de voir. Là, à Tours, je l'ai photographié il y a quelques années. Là. Quand on met espèce, ça veut dire qu'on sait quel est le genre, mais on ne sait pas quelle est l'espèce. Et celle-ci à Sakinis, donc chaque année, autour du mois de juin, à une période donnée, je sais maintenant que je peux y aller et la retrouver. Voilà, ça c'est lié. Et après, vous avez la famille des colettes. 70 espèces en France, 146 espèces en Europe. Il y a eu ces colettes, mais certaines sont les îlets, les ilalus, elles sont très petites. Hein, c'est vraiment même photographiées en manuel, hein, parce qu'elles sont hyper petites. Elles possèdent une langue crochue, dépourvue de scopa. Les ilalus, c'est toutes petites. Elles récoltent le pollen, le nectar, mélangé dans leur jabot ici. Hein. Et après, les colettes, elles, qu'on voit dans nos jardins et tout ça, elles ont des poils sur les pattes postérieures. Ah oui, ça c'est particulier. Elles aménagent leur nid dans le sol et recouvrent la paroi dans leurs cellules d'une membrane transparente appelant le cellophane. C'est particulier à ces espèces. Voilà. La colette du lierre, elle utilise exclusivement le lierre. Elle ne s'observe donc qu'à l'automne lors de la floraison de cette plante. Et elle nourrit son couvert uniquement avec le pollen du lierre, même si elle-même elle utilise d'autres fleurs. Ça veut dire que s'il n'y a pas de lierre, elle ne naît pas.
Alors là, c'est des Hilaeus, Hilée en français. Et là, c'est la même abeille qui a été agrandie. Là, c'est une fleur d'ail. Et c'est la même petite abeille. Mais ça va, je l'ai photographiée en manuel. Ça veut dire que là, j'ai mis la fonction manuelle pour pouvoir avancer le plus possible. Là, c'est la même. Voilà, c'est une Hilée. Là, ce sont des exemples, c'est pour ça que je passe. Et voilà la collecte du lierre. Là, c'est le mâle qui nourrit son couvain alors qu'elle dit d'autres fleurs. Là, c'est d'autres. Bon, là, je n'ai pas leur nom précis, mais c'est aussi des collectes qui sont assez courantes. Hein. Celle-ci à Tourves, près de Caramie, je l'ai photographiée. Voilà. Et celle-ci, elle est rare apparemment. Parce qu'aussitôt que j'ai posté, tout le monde m'a dit collecte IRM6. Hop, et vous voyez qu'elle est. J'ai des photographies dans la larme, mais apparemment elles sont là. Alors les guêpes coucou. Maintenant on arrive aux guêpes coucou, ce qu'on en a vu une tout à l'heure. Et alors ce sont des abeilles cleptoparasites. Elles pondent dans le nid d'une autre abeille solitaire et n'élèvent pas leur couvain. Ce sont des abeilles solitaires qui ont adopté un mode de vie parasite. Leur couvain est nourri avec du pollen et non avec des petits insectes, comme c'est le cas chez les guêpes. Donc le régime alimentaire de leurs larves reste végétarien. C'est pour cette raison qu'on les classe dans le groupe des abeilles. Alors elles sont dépourvues de pilosité et elles ont des couleurs vives. Elles ont gardé l'aspect morphologique des guêpes, certaines d'entre elles. Elles forment avec les abeilles récolteuses un groupe cohérent sur le plan morphologique et génétique. Voilà, donc ça, celle-là, je l'ai photographiée pas loin de la Sambuc. Hein. Derrière, mais ça ne veut pas dire qu'elle est aussi ailleurs. Hein. Là, c'était le hasard. Ici, ce sont des guêpes qu'on peut avoir un peu partout. Je suis à peine dans la forêt de la Seine-Baume. Celle-ci dans mon jardin aussi, mais ailleurs aussi, du côté de la Touraine, je l'ai photographiée. Chrysora cheviprea. Après, à la gauche, il y a une Stilboom. Elle est toute petite, alors pour la photographier, je serai dedans, et elle va très vite aussi. Tout ça, ce sont toujours Chrysora cheviprea. Là, c'est la taxonomie d'une d'entre elles, la Chrysalidae. Alors, ça, c'est une nomada aussi, qu'on trouve aussi partout. Enfin, pas partout, mais on en croise. Et c'est les Coelioxys aussi, pareil. Et elles, ce sont des abeilles, hein. Celle-là, je les ai photographiées derrière la chapelle d'Oriol. Voilà. Les Nomada amata, alors, la Nomada amata, elle parasite l'Andrena atemphiana. Voilà, que l'on a vu tout à l'heure. C'est la Nomada. Et ça, bon, je l'ai mis quand même parce qu'elle est très jolie, c'est une guêpe qui s'appelle Parnopes grandior et que j'ai photographiée à Tours, près du Caramie. Et au fait, elle parasite d'autres guêpes. Ce sont des Bendix, mais il y a d'autres Bendix aussi, elles sont bleues, il y en a d'autres. Voilà, et voilà, elle a été répertoriée là. Et parfois, quand on voit sur une naturaliste, on voit que, par exemple, il n'y a que vous qui avez relevé un insecte dans notre région par rapport à la France entière. Ça peut arriver. Ça, c'est Melecta luctuosa qui est assez aussi présente chez nous et elle parasite une anthophore. Elle fait partie de la famille des apidés. Alors là, c'est des zones Specodes là qu'on a vu. Voilà, ça, je les ai prises près de l'église de Plandops. Et aussi, il y a aussi des parasites chez les bombus. Donc celui-là, il va parasiter les nids, des bombus terrestri ou autres bombus. Alors il y a les abeilles aussi solitaires qui sont inféodées à une fleur ou à une famille de fleurs. Je vais quand même passer rapidement, mais c'est pour vous montrer que ces abeilles, si la fleur n'est pas présente, elles ne sont pas présentes. Voilà. Alors, elles sont oligolectiques quand elles sont spécialisées, quand elles vont sur une famille de fleurs. Monolectiques quand elles sont ultra spécialisées, c'est-à-dire qu'elles vont nulle part ailleurs. Et quand elles ne sont pas difficiles, elles sont polylectiques. Voilà.
Alors celle-là, voilà, c'est un exemple. Et actuellement, vous avez des vipérines qui poussent. Alors si vous regardez, sauf qu'elles sont toutes petites, elles vont peut-être de 5 mm à 6 mm, pas plus. Autour des vipérines, vous voyez ces petites abeilles qui sont toutes belles. Voilà. Hier, j'en ai vu une aussi, j'en ai photographié. Toujours la collecte du lierre qui dépend, le pollen du lierre, elle dépend du pollen du lierre pour son couvain. Voilà. Lierre. Et là, on l'a vu tout à l'heure, André de la scabieuse. Et aussi, on est là, là, dans son milieu. Mais il faut être patient hein, pour pouvoir l'observer. Je veux dire qu'il faut bien regarder quand même. Bon, celle-là, elle va sur la campanule, mais elle va aussi sur d'autres fleurs. Hein, mais j'ai mis parce que la photo me plaisait. Alors, celle-là, c'est pas moi qui ai fait la photo, c'est Dani des Landes qui m'a montré c'est la Macropis européa qui dépend de cette fleur qui s'appelle Lysimanichia lucavi. Voilà. Celle-ci, c'est l'andrène de la briole qui dépend de l'andrène florea, mais il paraît que cette plante est assez dangereuse. Et bon, ça, c'est Sébastien Heim d'Alsace qui m'a autorisé à la montrer. Alors, le cycle de reproduction. Alors là, elles s'amusent au printemps, vous pouvez les observer, parfois sur des fleurs comme ça. Hop. Alors là, ce sont des osmies conductales. Vous voyez que le mâle est plus petit que la femelle. Ça, c'est des autres abeilles. Alors, les nids, 80% des abeilles solitaires sont terricoles. Bon, je vais quand même passer assez vite parce qu'on a encore 10 minutes. Les abeilles solitaires qui n'ont pas de nid sont les mâles. Voilà, quand elles dorment à l'extérieur, ça veut dire que ce sont des mâles. Parce que les femelles sont dans leur nid. Alors, c'est pour ça que les fleurs, il faut les protéger, les fleurs sauvages. Parce qu'elles servent de gîte et de couvert pour les abeilles sauvages. Alors là, par exemple, au printemps, c'est ça, dans les géraniums sanguins, vous voyez les mâles. Ici, c'est une fleur de lin. Et voilà. Ça, c'est par hasard. Sauf que là, il faut travailler en manuel parce qu'elle est toute petite avec l'appareil photo. Voilà, les œufs mâles qui dorment dans une mauve. Ça, c'est par hasard que je les ai croisés à Auriol, pas loin du stade. Et voilà, là, ce sont les mâles, les œufs qui dorment dans les mauves. C'est pour ça que quand vous voyez des mauves, elles sont très précieuses, il ne faut pas les couper. Alors, et ça, voilà. Actuellement, on les voit les œufs sur les feuilles, parce que c'est la période où on les voit. Mais ça, c'était au mois d'avril, les années précédentes, ou même dans mon jardin, elles dormaient comme ça. Voilà, ça, c'est les mâles qui dorment ensemble, même sous la pluie. Voilà. Alors, les abeilles sont des animaux à sang froid. Leur température corporelle est directement liée à celle du milieu extérieur. Et de ce fait, elle dépend de la température extérieure. Pourquoi? Pour assurer toutes les fonctions biologiques vitales, comme l'alimentation, la reproduction, les déplacements et la croissance. Ces contraintes physiologiques liées aux températures les forcent à être actives durant certaines périodes de l'année et inactives à d'autres. Le cycle de vie de certaines d'entre elles est synchronisé avec le printemps, lorsque les ressources alimentaires deviennent disponibles et les températures favorables. Et actuellement, on les voit, c'est maintenant, parce que chez nous, peut-être pas dans les autres régions, mais ici, vous avez vu qu'il y a quand même assez plu jusqu'à présent. Il n'y a que récemment maintenant qu'il fait beau. Et maintenant, on les observe. Alors là, c'est M. Pierre Palusso qui m'a autorisé à vous les montrer. C'est une mégachile coupeuse de feuilles qui a coupé ces feuilles de rosier et qui les emmène au nid pour les tapisser. Voilà. Et voilà comment est-ce qu'ils font. Les cigares. Et là, c'est M. Ricardo Goncalves qui m'a autorisé aussi
a partagé ses photos en montrant une abeille coupeuse de feuilles, voilà, qui a fait son nid. Et après, vous voyez à gauche là, le nid. C'est pas le miel, mais le pollen. Alors à gauche, une photo que j'ai faite moi, mais c'est le hasard, c'est une autre personne qui a fait, c'est Mélanie Prichat, qui a photographié un nid d'Antididium strigatum, voilà, avec de la résine. Et voilà l'abeille qui va chercher la résine. Alors là, ça a été décrit par Henri Fabre dans ses écrits, souvenirs entomologiques, et c'est les Chalicodomes des hangars. Mais ça, je le mets quand même parce que c'est intéressant. Le photographe, c'est Arnaud Benz. Et voilà, donc c'est les mêmes que tout à l'heure qu'on a vu, les Megachine pyrénica, sauf que là, c'est dans un hangar. Voilà. Hop, mais donc ça a été vraiment décrit il y a déjà 100 ans. Là, c'est les Megachine parietina qu'il y a chez nous, hein, et voilà comment elles construisent un nid. Dans la nature, on les trouve comme ça. Là, c'est Patrick Serra qui est ici présent, qui a pris les photographies à Tourbe, dans la nature. Il les a trouvées dans la forêt. Voilà. Il est tombé dessus. Voilà. Hop. Là, c'est par hasard toujours à Tourbe aussi. Ça, c'est un nid de guêpe qu'on trouve dans la nature. Les abeilles solitaires assurent la bonne santé des sols. Comme les vers de terre, les abeilles solitaires jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. 80% d'entre elles sont terricoles. Elles creusent des galeries qui favorisent l'aération, l'infiltration de l'eau et la croissance des racines. Grâce à leur activité, les abeilles terricoles améliorent la structure du sol, augmentent sa capacité à retenir l'eau et sa fertilité. Il n'y a pas de tassement du sol. Là, c'est un exemple de nid seulement que je vous mets. Hein. Ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est qu'elle reste une année sous terre avant de naître. Donc, sous forme d'œuf, sous forme de larve, puis après sous forme de nef. Et c'est seulement au bout d'une année qu'elles émergent. Voilà. Là, c'est seulement un exemple. Hein. C'est un nid d'abeilles des sables, d'embrène, qui va profondément dans la terre avec des ramifications. Et au bout, vous avez le couvain qui est au bout de chaque ramification. Voilà. Alors ça, c'est quand on va, par exemple, j'ai vu ça à plusieurs endroits, sur les pistes. Ici, c'est à Saint-Quinis, mais je suis allée aussi dans un autre endroit, où ce sont les halites qui vivent en colonie, mais c'est une reine qui, chaque année, elle pond 3 œufs, et elle agrandit son nid peu à peu. Donc là, c'est un nid qui est déjà assez développé avec plusieurs ouvrières. Elle pond des œufs et chaque fois, elle les multiplie par 3. 6, c'est ses ouvrières chaque année. Alors ça, c'est en observant hein, sur les sentiers, vous les voyez. Elles sont sur les sentiers. Et voilà, au début, comment elles sont mis. Et après, ils se développent petit à petit. Et à la fin du nid, elles font des mâles qui, eux, vont aller chercher d'autres femelles et pour occuper d'eux. Voilà. Donc voilà, on peut les voir comme ça, c'est les nids qui débutent. Ça, c'est une abeille qui creuse. Ça, c'est pourquoi je la remets celle-là, parce qu'en fait, elle est devant son nid, là, dans la terre, dans du sentier. Là, c'est une anthophore. Alors, les abeilles hélicicos, ce sont celles qui nidifient dans les coquilles d'escargot. Voilà. Hop, je vous montre assez rapidement. Voilà, c'est par exemple 4 abeilles qui nidifient dans les coquilles d'escargot. Et celle-ci, c'est l'osmite bicolore qui va recouvrir son nid de brindilles. Mais elle fait un travail très énorme par rapport au fait de vouloir cacher son nid par rapport aux prédateurs. Celle-ci, bon, ça c'est le fait que le nid était vide, hein, mais seulement il venait regarder, inspecter si
c'est possible de le prendre, je sais pas. Alors là, c'est une osmicon mâle. Il a des moustaches qui attendent des femelles devant sur une structure en bois. Voilà, ça c'est à la Tourelle, sur le sentier, j'ai vu ça. Et ça, c'est une photo de Jean-Claude Tempier, qui a photographié une mégachine structuralis de son site de compte. Et c'est l'abeille qui vient de Chine. Voilà. Qui est quand même assez présente ici maintenant. Alors là, c'est la partie. On va finir après. Ça, c'est la relation entre les orchidées et les abeilles. Alors, il existe des plantes très spécialisées vis-à-vis de leurs pollinisateurs. Donc, au bout de 40 millions d'années, il y a des plantes qui ont inventé des stratégies pour attirer les abeilles. Et donc, ce sont les orchidées du genre Ophrys. Alors, celles-ci doivent obligatoirement compter sur une seule espèce de mâle d'abeilles sauvages. Elles ne produisent ni de pollen ni de nectar, mais des substances chimiques identiques à des phéromones sexuels de femelles. Donc il faut le faire quand même. Allez, éviter. Alors là, c'est un dessin aussi de Justina Kérat. Et voilà, et celle-ci, ça c'est le hasard aussi, je suis tombée sur elle à Saint-Quinis. Et je me demandais pourquoi est-ce qu'elle ne s'en allait pas. Je me suis dit, elle a peut-être été attrapée par une araignée. En fait, non, elle est restée là et j'ai eu tout le loisir de pouvoir la photographier à mon aise. Donc, elle est autour de l'Ophrys drumana et c'est une mégachile parietina. Voilà, c'est la même. Voilà. Et après, bon, là à gauche, vous avez une Ophrys coulée. C'est pour montrer que le lien des fleurs et des abeilles ou des pollinisateurs, parce que par exemple, celle de gauche, je n'ai pas noté son nom, mais c'est une mouche qui la pollinise. C'est pas une abeille, celle-ci. Mais celle-ci, par exemple, je l'ai dans la forêt de la Lare. Elles sont toutes petites, elles sont comme ça. Mais bon, elles sont belles quand même. Et celle-ci de droite, c'est une Anacampis longicornum, et qui est hyper rare en France. Il n'y a qu'un exemplaire qu'on connaît. Et elles sont en Italie, mais en France, elle n'a pas de pollinisateur. Donc, elle ne se reproduit pas. Voilà, c'est pour montrer l'importance des pollinisateurs. Voilà. Après, bon, là, je vais passer vite. L'équilibre naturel interdépendant des êtres vivants. Voilà, donc, c'est pour vous montrer les oiseaux. Actuellement, il y a des guêpiers. Et donc, il y a des photographes qui m'ont autorisé à vous les montrer. Donc, voilà, vous voyez l'importance, le rôle que jouent les insectes. Ça, c'est M. Daniel Moras aussi, qui est présent actuellement dans notre région. Et il m'a autorisé à vous les montrer ces photos. Voilà. Toujours avec la même victime, pour l'instant. Ça, c'est un photographe du Kenya. C'est Didier Rossa du Togo qui a photographié ici. Mais il y en a d'autres. Tous les jours, vous envoyez des exemples tout même. Hein, ici, il y a des photographes qui les ont photographiés récemment. Alors là, c'est un exemple d'interdépendance des êtres vivants, c'est-à-dire que cette mouche qui s'appelle Cyclus peruginus. Alors ça, je l'ai su grâce au livre. Hein. Grâce au livre, c'est que cette mouche, elle va sauter, alors que l'abeille mégachile est en vol, elle va sauter sur son abdomen, va pondre l'abdomen, et après, les œufs vont se développer dans l'abdomen de l'abeille. Voilà. Bon, alors ça, c'est des autres. Cette mouche, elle pond dans les œufs des abeilles, dans les nids des abeilles, pardon. Là, c'est qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est avec les araignées. Voilà. Et voilà. Et maintenant, c'est fini. Elle peut vous répondre. Hein, et voilà, tout oui. Sachant que je ne suis pas une spécialiste, hein. Moi je suis qu'une photographe amateur qui est passionnée et qui, j'ai quand même des données depuis 15 ans, il faut que je les partage avec d'autres. Et c'est comme ça
on a des informations sur les identités des abeilles. Voilà. Vous pouvez changer de photo, s'il vous Est-ce qu'il y a plaît. des questions? Vous pouvez changer de photo. Merci. Ah, ça vous déplaît? Voilà. Bon, vous n'avez pas de questions? Si vous n'avez pas de questions, ce qu'on vous propose, il y a quelques livres à consultation, il y a quelques documents sur le parc, parce qu'en fait, cette conférence a été permise parce qu'on fait partie du Conseil citoyen au niveau du parc, et c'est après réparti en commissions. Et nous, on fait partie de la commission éducation et environnement. Donc, comme Martine fait partie de cette commission, on connaissait un petit peu tout son travail, et on a dit pourquoi ne pas partager ce travail. Donc, on va vous servir, on a dit un petit peu Des questions. Ah, pardon. Voilà, concrètement, pour des gens qui ont des terrains, est-ce que vous conseillez de débroussailler tel que l'État nous l'impose? Moi, je débroussaille très tard parce que j'ai observé que, moi, je suis pour préserver ces espèces, donc je débroussaille fort tard, peut-être même après la date qui est de fin juin. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour les privilégier, tous ces insectes en dehors des abeilles, voilà, Oui, tout ce monde ailé, on va dire. il faut, c'est ça, privilégier les fleurs endémiques. Comme tout à l'heure, l'Echinopsis